Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 21e d'une collection organisée dans le cadre du projet Climavège. Le thème du jour, c'est changement climatique en Pays de la Loire, impact et solutions ou propositions d'adaptation pour les systèmes maraîchers arboricoles biologiques. Je suis Solène Le Hérissé, je travaille à Végépolis Valais et nous sommes chefs de file de ce projet Climavège. Je tiens avant tout à remercier Cécile Morvan qui a coordonné pendant 4 années cette action dans le cadre du projet. Et un merci particulier, bien sûr, aux orateurs du jour, donc Cécile, Louis Amiot et les producteurs qui vont venir témoigner, Gérard Bernier et Patrice Limbat. Sur la dia d'après, vous avez une dia pratique d'organisation de tout bon webinaire, donc pensez à couper vos micros, caméras, etc. pour faciliter le son et la présentation des orateurs. J'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'un replay sera disponible dans les jours qui viennent. Et je vous encourage à poser vos questions au cours des présentations avec l'onglet Conversation. Et il y aura des temps dédiés pour que les orateurs puissent y répondre. Pour revenir au projet Climavège, donc Climavège sur la dia d'après, c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Ce projet implique 80 partenaires autour de 24 tâches de travail. Il est sur 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire. L'ensemble des actions sont articulées autour du triptyque que vous voyez à l'écran eau, sol, plante. Le projet est cofinancé par les partenaires du projet, bien sûr, mais également par 2 régions. Le Conseil régional des Pays de la Loire, d'une part, le Conseil régional de Bretagne et l'ADEME, d'autre part. Donc les actions du projet sont vraiment de différentes natures. Il y a à la fois des travaux de recherche, de l'expérimentation, des travaux de co-construction avec des producteurs, etc. D'ailleurs, le webinaire du jour vous fera part un petit peu de tout ça, parce que c'est une action qui avait vraiment des travaux de nature très différentes que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui. Et je laisse la main maintenant à Cécile et Louis pour la suite du webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Oui, donc bonjour à tous, Cécile Morvan, coordinatrice de BioLoire Océan et donc pilote de la tâche 1.6 de ce gros programme de recherche Climavège. Avant de démarrer ce webinaire, je voulais juste poser quelques éléments de contexte, puisqu'en fait, la réflexion nous s'est engagée au sein de l'association à partir des années 2015-2016, avec le sentiment par les producteurs qu'ils avaient des difficultés à produire, et il y avait des nouveaux ravageurs qui faisaient leur apparition, des variétés qui ne tenaient plus la route, donc ils percevaient que quelque chose changeait, sans trop savoir quoi, sans trop savoir que faire et comment faire. Donc, en 2018, ils commencent à penser au changement climatique. Et donc, on démarre un premier programme de recherche, plus davantage tourné sur les enjeux eau, sur les pratiques d'irrigation, et qui permet de dresser quand même une carte de vulnérabilité des exploitations au regard de l'accès à la ressource en eau. Et puis en 2021, on commence le programme Climavège avec l'accompagnement d'un thésard du laboratoire LETG de Rennes 2. Et là, donc, on va pouvoir travailler de façon plus conséquente, à la fois sur la définition d'indicateurs agroclimatiques, sur la hiérarchisation des risques par culture. Et ce travail nous permet aussi de travailler sur la capitalisation des adaptations mises en place sur les fermes. Ce projet Climavège, il s'est donc déroulé sur 4 années, météorologiques très différentes et très contrastées, qui nous permettent quand même de tirer de nombreux enseignements. Donc, résumer 4 ans de travail de thèse sur 1h30 de webinaire n'est pas chose aisée, mais nous allons essayer quand même aujourd'hui, au cours de cette présentation, de vous présenter la méthodologie mise en place dans cette recherche-action participative, la construction des indicateurs que nous avons réalisés, et puis quelques résultats issus de la thèse. Ensuite, donc, Patrice Lamballe, maraîcher, interviendra sur la capitalisation d'expériences au regard des adaptations qui peuvent être mises en œuvre sur une exploitation maraîchère. Et puis, Gérard Bernier interviendra, lui, plus davantage sur des questionnements et des réflexions pour l'avenir dans le cadre de ce contexte et de changement climatique. Voilà. Écoute, Louis, je te laisse la parole pour faire ta présentation. Ça marche. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Louis Amiot, je suis doctorant, c'est moi qui ai travaillé principalement sur ce projet.
Avant de commencer, je voulais un petit peu m'excuser parce que j'étais un petit peu malade ces derniers jours et je n'ai pas récupéré 100% de ma voix, donc je vais faire au maximum, mais voilà, je voulais vous prévenir. Donc, avant de rentrer précisément dans le sujet, je voulais revenir sur le changement climatique et les différentes échelles, parce que c'est important d'avoir ces éléments, que vous ayez ces éléments en tête. Donc je prends le pointeur. Euh, donc quand on parle du changement climatique, on parle souvent de l'échelle mondiale et notre référence, c'est l'ère pré-industrielle. Alors c'est un petit peu biaisé parce qu'on parle d'ère pré-industrielle pour la période 1850-1900. Et par rapport à cette ère pré-industrielle, eh bien, nous sommes, si on regarde la période 1991-2020, à plus 0,8 degrés à échelle mondiale. Et si on descend à échelle européenne, vous voyez qu'évidemment, sur le continent européen, il fait plus froid de base, mais aussi le réchauffement est plus rapide. Et il est aussi plus rapide qu'au niveau mondial en France. Après, si on descend à l'échelle de notre région Pays de la Loire, eh bien, voilà, le réchauffement est de l'ordre de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est plus rapide qu'à échelle mondiale. Alors ça c'est normal parce qu'on est sur une masse continentale, donc le réchauffement est plus rapide sur les continents, et on est à une latitude assez élevée, enfin, une latitude moyenne. Voilà. Et la proximité à l'océan fait que bah, par rapport à la France, effectivement, le réchauffement est un peu plus lent. Voilà pour cette diversité géographique du réchauffement climatique. Et maintenant, je vais vous montrer deux années particulières. Donc l'année 2022, qui était au niveau de la France et de l'ensemble de ses échelles, l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais ce n'était pas le cas à échelle mondiale. Donc c'est pour vous introduire ces notions d'échelle qui sont importantes à avoir en tête. Et 2024, eh bien, l'année qu'on vient de s'écouler, est l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, 15,1 degrés. C'est la première fois qu'on dépasse le seuil de plus 1,5 degré à échelle mondiale. C'était pas le cas à nos échelles où on était une année plutôt proche de la normale 1991-2020. Donc voilà pour ce petit tableau. Je vais maintenant vous présenter le changement climatique en Pays de la Loire sous forme de cartographie qui nous permettent de mieux visualiser déjà la répartition spatiale des températures. Donc vous avez ici la température moyenne annuelle sur les périodes 1951-1980, 1991-2020. Ces périodes, ce sont des normales climatiques parce que ce sont des moyennes sur 30 ans et on termine par un chiffre rond. Hein, ce sont voilà, c'est comme ça. Ce sont les normes météorologiques mondiales qui l'indiquent. Et la prochaine normale climatique sera 2001-2030. Donc il va falloir attendre un petit peu avant de la mettre à jour. Et vous voyez qu'entre ces deux normales climatiques, ben, on a bien une hausse des températures de l'ordre de 1 à 1,5 degré, mais la répartition spatiale de la température reste la même, à savoir que ben, il fait toujours un peu plus chaud au sud de la Vendée, il fait toujours plus frais quand on va en altitude, donc sur les hauteurs des collines du Maine ou encore sur les hauteurs des collines vendéennes. Plus frais, pardon, excusez-moi, il fait toujours plus frais sur les hauteurs. Et puis, il fait plus frais quand on s'éloigne de la mer. Maintenant, je vais vous montrer des projections de ces températures dans le futur, basées sur des modélisations climatiques. Donc, quand on projette la température, eh bien, dans le futur proche, donc c'est la normale climatique 2031-2060 qu'on appellera futur proche, donc d'ici 2050 en gros, on sait ce qui nous attend à peu près. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre d'aujourd'hui, eh bien, elles vont rester 30 à 50 ans dans l'atmosphère, ce qui veut dire que bah, l'effet d'une politique climatique, donc d'une réduction ou non des émissions, elle sera visible plutôt en fin de siècle. Donc c'est pour ça qu'en fin de siècle, vous avez deux possibilités, j'y reviendrai après. Donc là, on est à plus 1 à 1,5 degré, donc un réchauffement qui se poursuit
au même rythme que l'observé. Et dans le futur lointain, ben voilà, deux possibilités. Donc un scénario optimiste, je redéfinirai les scénarios plus tard. Vous voyez qu'on limite le réchauffement et on atteint des températures moyennes annuelles de 13-14 degrés. C'est environ 1 à 2 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et dans le scénario réaliste ici, on atteint des températures de 15 à 16 degrés, température moyenne annuelle. Pour vous donner un équivalent, c'est ce qu'on observe aujourd'hui en moyenne à Marseille ou Nice. Voilà. Donc, un changement climatique de 3, 4, 5 degrés, eh bien, c'est ce qui nous sépare de Marseille ou Nice. Et quand on sait ça, on peut se questionner sur les impacts de ce changement climatique, plus précisément sur nos cultures fruitières et légumières biologiques en Pays de la Loire. Et puis, du coup, quelles sont les possibilités d'adaptation des arboriculteurs et maraîchers face à ce changement climatique. Alors, pour répondre à ces questionnements, on a eu la chance au cours du programme de travailler avec les producteurs de l'association BioLaure-Océan et que je tiens d'ailleurs à remercier pour leur temps et leurs apports dans ce travail. Donc vous avez ici l'ensemble des points sur ce tableau avec l'ensemble des réunions qu'on a pu avoir avec les producteurs. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui est important, c'est ce que ça a apporté. Donc déjà une délimitation du travail dans un premier temps, donc délimiter sur quelle culture est-ce qu'on va travailler, sur quel risque est-ce qu'on va travailler, quels ravageurs sont importants à identifier, et puis ensuite ajuster et construire des indicateurs qui sont pertinents pour les filières arboricoles et maraîchères. Et enfin, proposer des adaptations au changement climatique. Alors sur la délimitation du travail, on est parti du principe que le changement climatique, eh bien, on le perçoit principalement qu'à travers les extrêmes thermiques, pluviométriques. Et c'est particulièrement vrai dans le milieu agricole, mais c'est aussi vrai de manière générale dans la vie. On ne parle du changement climatique que lorsque on a bien des inondations, des canicules, des sécheresses. Et en partant de ça, l'idée c'était d'identifier déjà quels sont les risques les plus impactants en arboriculture et en maraîchage. Vous avez là un début de réponse, parce que en arboriculture, gel tardif et canicule. En maraîchage, ça va être les pluies abondantes, sécheresse et canicule, principalement. Et donc en partant de ça, en identifiant ces risques, ça permet après de cerner quels risques on va étudier principalement. Voilà. Alors, avec les producteurs, on a aussi pu faire des entretiens donc, qui nous donnent une première base de données qualitatives, donc des données plutôt des données qui ne sont pas chiffrées, mais qui sont très importantes. Voilà, le recours aux entretiens, c'est quelque chose qui est très fréquent dans toutes les études en sciences sociales, et particulièrement en géographie, et encore plus particulièrement quand on parle agriculture et changement climatique. Donc c'était nécessaire pour avoir un premier panel des ressentis des producteurs vis-à-vis de ce changement climatique, des différentes actions qui sont menées. Voilà, c'est aussi une autre manière d'avoir des données ici. Donc ensuite, pour ce travail, nous avons eu des données quantitatives, des données climatiques, bien sûr. Donc vous avez ici deux formats de données. Alors c'est un petit peu différent. Ici, ce sont les séries mensuelles de Météo France. Donc on parle des données passées, ici, des séries qui vont de 1951 à 2020, celle-là. C'est des séries continues de très bonne qualité qui ont été retravaillées par Météo France pour s'assurer que voilà, les tendances soient bien naturelles et pas dues à d'autres facteurs. Et ensuite, nous avons des séries de données quotidiennes, jour par jour, voire des séries horaires. Donc là, il y a plusieurs formes. On a déjà les stations Météo France de référence. Voilà, ce sont les petits points rouges sur la carte. Il y a ensuite
des capteurs qui ont été installés dans les exploitations de Biolorocéan, dans certaines exploitations, une dizaine, il me semble, voilà, qui sont sur la carte aussi, donc qui permettent d'avoir des relevés au plus proche des lieux de production. Et enfin, un élément qui peut vous intéresser, l'ensemble de tous ces petits points noirs ici sur la carte, ce sont des séries qui ont pu être récupérées après le 1er janvier 2024, puisque les données Météo France sont désormais accessibles gratuitement à tout le monde, et l'ensemble des données. Donc n'hésitez pas à vous servir si vous voulez faire des études climatiques. Toutes les données, département par département, sont accessibles. Après, bien sûr, ça nécessite de les retrier un petit peu, c'est ce qui a été fait, c'est pour ça que voilà, on a cette répartition des données. Et puis, en termes de relevés agricoles, donc on a eu accès aux relevés phénologiques effectués par l'INRA de variétés de pommes et poires, et quelques relevés aussi effectués par des producteurs, et bien sûr les données qualitatives. Voilà, alors on a les données climatiques passées sur la période 1951-2020, et voir avec les séries quotidiennes, on peut aller jusqu'à 2024, voire jusqu'à hier si on continuait l'étude, voilà, puisque les relevés continuent de jour en jour. Mais pour faire des projections, il nous faut des modèles climatiques, donc je ne parle pas ici spécialement des différents modèles climatiques qui existent. Voilà, juste pour vous dire, on a utilisé les données d'un seul, enfin là, je vais vous montrer les résultats des données d'un seul modèle climatique qui s'appelle le CNRM Aladdin, voilà, qui est le modèle le plus fréquemment utilisé pour les études climatiques en France. On se base sur différents scénarios, je vous les ai présentés au début. Donc ce sont des scénarios d'évolution climatique où on imagine une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2100. Donc ces scénarios, bon, il y en a 4 principaux, et vous voyez qu'il y en a un qui est déjà obsolète, ici, baisse des émissions dès 2020. Donc notre scénario optimiste, c'est ce RCP 4.5. Pour la suite, on va l'appeler scénario optimiste. Et celui-là, RCP 8.5, le scénario réaliste. Alors pourquoi? C'est parce que ces scénarios, ils ont 10 ans. Donc voilà, ils sont déjà un petit peu anciens. Et c'est pour ça que voilà, on fait ce choix de les nommer ainsi. Et ces données observées, ces données modélisées, c'est pareil, ça peut vous intéresser. Vous pouvez télécharger l'ensemble des données futures sur le portail DRIAS, donc qui fournit gratuitement bien l'ensemble de ces données modélisées futures. Le petit biais, c'est voilà, on est sur ces scénarios RCP qui sont les scénarios du 5e rapport du GIEC. On a eu un 6e rapport du GIEC récemment, et les nouveaux scénarios sont pas encore intégrés sur ce portail. Mais il est quand même très bien parce que vous pouvez voilà, télécharger toutes les données ici. Voilà, donc une fois qu'on a notre base de données qui est bien fournie, eh bien l'idée de ce travail, c'est de définir des indicateurs, donc deux types d'indicateurs. Alors je les définis rapidement. Les indicateurs agroclimatiques. Donc là, on va plutôt étudier les impacts du changement climatique sur des périodes fixes et qui permet de définir les conditions climatiques dans lesquelles la plante se développe. Donc l'idée, c'est vraiment d'étudier les risques agroclimatiques, donc les risques les plus impactants sur les périodes de production, mais sans prendre en compte le cycle de vie des plantes. Voilà. Et deuxième famille d'indicateurs, les indicateurs phénoclimatiques. Cette fois-ci, on va essayer de simuler le cycle de vie des plantes, le cycle phénologique. Et pour cela, on se base sur des modèles de degrés-jour. Modèle de degrés-jour, ça revient à considérer que le développement végétal, il va dépendre d'une certaine somme de chaleur, au-delà desquelles va se déclencher les stades phénologiques. Je vais vous montrer juste après. Alors, on a eu deux approches différentes, arboriculture et maraîchage, pour ces modèles phénologiques.
En arboriculture, je vous l'ai dit, on avait les données, les relevés de l'INRAE sur le site des Hauts d'Anjou. Donc c'est un site qui est à 30 km au nord d'Angers. Ils ont relevé les stats phénologiques de 22 variétés de pommes et plusieurs variétés de poires, je sais plus, ça peut-être une dizaine de variétés de poires, à partir de 2004. Et du coup, chaque année, la base de données est mise à jour. Et cette base de données, qui est assez complète, permet de comparer eh bien, des seuils de degrés jour avec les données réelles. Et c'est ce que vous avez sur ces tableaux. Vous avez les seuils de degrés jour, ici, pour les différents stades et différentes variétés de pommes au-dessus et de poires en dessous. Donc vous avez débourrement, bouton rose, floraison, récolte, un petit peu plus particulier. Et vous avez en dessous le coefficient de corrélation entre la donnée, le- la date phénologique relevée et la date phénologique théorique. Et vous voyez qu'on est en fait souvent au-dessus de 0,8, ce qui est un gage de qualité de ce modèle phénologique. Et comment fonctionne ce modèle phénologique? On prend tout simplement la somme des températures maximales supérieures à 10 degrés à partir du 1er février. Donc chaque jour, le 1er février il fait 11 degrés, ben, ça fait 1. Le 2 février il fait 12 degrés, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Bon voilà. Et chaque jour, on fait la somme, voilà. Et à partir du moment où on atteint cette valeur de 77, ça veut dire que théoriquement, on atteint les besoins en chaleur pour le débourrement de la pomme Ariane. Voilà, et c'est la même chose pour pour les poires. Voilà, en arboriculture, on a la chance d'avoir cette base de données-là, mais qu'on n'a pas en maraîchage, parce que maraîchage, c'est plus compliqué de faire des relevés sur au moins 10 ans, parce qu'il faut au moins 10 ans pour que cette comparaison fonctionne. Et du coup, on va se baser sur des données issues issues de la bibliographie, issues de recherches scientifiques autres. Donc voilà les, voilà les seuils utilisés pour nos différentes cultures légumières ici. Là, je voulais vous montrer les deux différences, ça me paraissait important. Puis comme ça, vous les avez dans le diapo si vous voulez vous en servir ensuite. Voilà, donc je récapitule la méthode. Nous avons à la base nos données, donc les données climatiques seules qui servent de base pour des indicateurs agroclimatiques, pour l'étude des évolutions des risques agroclimatiques. Ensuite, la combinaison des données climatiques et relevés agricoles nous donne les indicateurs agroclimatiques pour l'étude des impacts sur les fruits et légumes, et les données qualitatives, issues principalement des entretiens, nous donnent, à travers une analyse qualitative, la capacité de résilience des exploitations. Et à la fin, voilà, on s'intéresse à l'adaptation de tout ça. Voilà pour cette méthode qui me paraissait importante voilà, il me paraissait important de revenir dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être on peut faire un petit temps de questions déjà avant de passer aux résultats. Donc n'hésitez pas s'il y en a. Cécile, est-ce que... Alors, Solène a remis un petit rappel pour demander s'il y avait des questions sur le volet méthodo. Pour l'instant, je vois rien arriver sur le chat. Donc, Pas de problème. je pense que tu vas pouvoir poursuivre Ça la marche. présentation, Louis. Ok, j'y vais. Donc, pour la partie résultats, on a séparé ça en plusieurs grandes sections, euh, avec quelques diapos clés à chaque fois. Parce que voilà, hein, comme on l'a dit, c'est difficile de résumer une thèse en 1 heure de temps. Donc je vais vous présenter d'abord le premier résultat sur les impacts du changement climatique et qui est perçu par les producteurs en arboriculture principalement, c'est l'avancement des stades phénologiques. Et à partir des modèles de degrés jour que je vous ai présentés juste avant, on peut estimer les dates. Donc ici,
Vous avez les dates de débourrement pour la pomme reine des Rainettes à Angers. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut estimer ces dates dans le passé, mais aussi dans le futur. Donc vous avez ici les dates en fréquence. Voilà, plus on va vers le bleu, plus c'est tardif, et c'est par séquence de 2 semaines. Euh, donc ce que vous pouvez observer, c'est que sur la période 1951-1980, eh bien, 25% des dates de débourrement, donc une année sur 4, ici avaient lieu en avril, donc ce qui est assez tardif pour du débourrement. Et dès la période actuelle, la normale actuelle, 1991-2020, eh bien, vous avez déjà 50% des dates de débourrement avant le 15 mars, hein, c'est toute cette barre ici. Alors, je saute l'horizon moyen enfin, le futur proche 2031-2060, ici parce que vous voyez qu'on a assez peu de différence dans un premier temps. En fait, le modèle climatique qu'on utilise ne projette pas de hausse de température en fin d'hiver dans un premier temps. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'on a même un recul de la date ou une stagnation. Mais dans le futur lointain, eh bien, on a déjà près d'une année sur 2 avec un débourrement qui se déroulerait ici en février. Voilà. Alors, voilà, même organisation pour la floraison. Je vous montre débourrement, floraison et récolte ici. Donc, même organisation, c'est vrai que j'ai pas précisé. Les données observées ici, l'horizon moyen avec notre scénario optimiste, scénario réaliste, et le futur lointain, scénario optimiste, scénario réaliste. Alors ici, la floraison, bah, c'est pareil, sauf que voilà, on va du 15 mars à après le 15 mai. Alors dans les années 50, c'est 80% des dates de floraison qui se déroulaient en mai, et désormais c'est plus qu'une année sur 2. Donc là, c'est encore plus visible cette avancée de la floraison. Et puis dans le futur proche, dans notre scénario réaliste, vous voyez que c'est plus qu'une année sur 4 où la floraison intervient en mai. Et en fin de siècle, eh bien, vous avez près d'une année sur 5 avec une floraison en mars, ce qui pose la question évidemment du risque de gel tardif. On y reviendra après, mais voilà, quand on a une floraison qui intervient en mars, on peut légitimement craindre les gelées tardives aussi. Et donc la récolte, alors un petit peu plus délicat à estimer les dates de récolte, et notamment lorsque les besoins en chaleur ne sont pas atteints. Vous voyez que on peut atteindre des récoltes théoriques, hein, ce sont des dates de récolte théoriques qui sont très tardives. Euh, mais voilà, 10% de récolte en août dans les années 50. Aujourd'hui, c'est une année sur 3 environ. Et puis vous voyez que cette date de récolte, euh, elle avance très fortement. Ici, c'est 2 années sur 3 avec des récoltes en août, et une possibilité même assez importante d'avoir des récoltes début août. Et enfin, des récoltes au mois de juillet possibles en fin de siècle. Donc ça pose la question de l'organisation du travail et des saisonniers aussi, ce graphique-là. Voilà. Alors voilà pour l'arboriculture avec, voilà, j'ai illustré par la pomme reine des rainettes, voilà, c'est ce que je vais faire tout au long aussi de la présentation. Euh, alors, en maraîchage, c'est un peu plus délicat d'identifier une tendance, peut-être déjà parce que les variétés changent tout le temps, et puis on change aussi souvent, enfin, on ne cultive pas de la même manière d'une année à l'autre forcément. Et du coup, là, ce sont des résultats issus des modèles phénologiques. Et quand on projette ça, donc ça revient à considérer que c'est la même variété tout au long de la série. Et on a une avancée de la récolte. Donc vous avez les différentes dates de démarrage de mi-mars à mi-juillet. Et puis là, c'est les dates de récolte théoriques.
issus des modèles phénologiques. Et ce qu'on voit malgré tout, c'est voilà, une avancée de cette date de récolte qui peut représenter jusqu'à 20 jours ici de précocité pour la carotte notamment sur les séries de printemps. Voilà. C'est ce qui ressort des modèles phénologiques et cette avancée continue avec les données modélisées. Je ne les ai pas montrées ici, voilà, parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt ici. Voilà pour la phénologie. Alors je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, Toujours pas de questions, ouais. Non, toujours pas de questions Ouais, dans le ouais. chat. Tu peux poursuivre. Bah, écoutez, ouais, ouais. Non, mais si jamais il y en a qui arrivent en cours, on fait une pause à chaque fin de... Voilà, ça marche. Voilà, on passe au risque de gel tardif. Alors, ça va concerner surtout l'arboriculture. Et pour étudier ce risque, on est parti d'une manière assez simple ici. Dans un premier temps, pour pouvoir cartographier ce risque, c'est ici la fréquence d'année avec au moins un jour de gel après le débourrement de la pomme reine des rainettes. Donc au moins un jour de gel, ça nous indique un potentiel de risque d'impact. Ça ne veut pas dire que à chaque fois qu'il y a un gel après débourrement, on a un impact, bien sûr. Mais voilà, ça nous indique ce potentiel qui est actuellement assez uniforme dans la région, entre 30 et 50% d'années concernées. Donc, c'est-à-dire environ une année sur deux où on a au moins un jour de gel après des bourrements. Et dans le futur proche, eh bien, cette fréquence va augmenter dans un premier temps, et surtout ici, entre Angers et Le Mans, où on va atteindre 70% d'années gélives à cette période-là. Et puis, dans le futur lointain, eh bien, cette fréquence va régresser pour retrouver soit un niveau à peu près équivalent à la période observée en termes de fréquence, soit un niveau un peu en dessous dans le scénario le plus émetteur. Donc voilà, en termes de fréquence, en termes de cartographie, ça permet de visualiser un peu l'ensemble. Et puis, si on zoome sur un point, on peut aussi s'intéresser à l'intensité de ce gel. Donc là, je zoome sur Angers. Alors bien sûr, les fréquences sont un petit peu différentes parce que c'est pas les mêmes manières de calculer les choses. Donc sur la carte tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était à 50% d'année gélive. C'est sur la carte, les données sont un petit peu faussées par la méthode de spatialisation que je n'ai pas décrite ici. Si jamais il y a des questions dessus, voilà, n'hésitez pas. Euh, euh, Mais voilà, ici, ce sont les données réellement observées à Angers, et donc on est plutôt à 65% d'année gélive, et vous avez un indicateur aussi sur l'intensité de ce gel. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des gelées après débourrement, ce sont des gels très faibles, entre 0 et moins 1 degré, donc effectivement sans impact. Et puis les gels, voilà, plus forts, donc on va dire au-delà de moins 2 degrés, ils peuvent commencer à avoir des impacts. Tout dépend aussi, bien sûr, du stade phénologique considéré. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette intensité du gel va rester marquée à horizon, enfin ici, en 2031-2060. Vous voyez que les bleus foncés restent à peu près à la même hauteur, hein, ici. On a du gel fort qui est possible encore euh, à horizon, enfin dans le futur proche, ce qui n'est plus vraiment le cas dans le futur lointain. Vous voyez que voilà, on a du gel à moins 2 degrés possible, mais rarement au-delà. Voilà. Alors pour les espèces légumières, c'est une approche un petit peu différente. Ce sont donc là vous avez des graphiques qui sont centrés sur l'hiver. C'est pour vous montrer la régression du froid hivernal. Nous avons ici la fréquence de journée
où le minimum est inférieur à 10 degrés et la fréquence de journée où le minimum est inférieur à 0. Donc au-dessus, ce sont les périodes observées. Donc la période observée 1991-2020 en vert et 1951-1980, donc plus ancienne en bleu foncé. Donc vous voyez que sur la période observée, on a déjà une régression de ce froid. Alors certes, les journées inférieures à 10 degrés sont très très fréquentes en hiver, et encore heureux, hein, bien sûr. Donc vous avez 90, autour de 90%, mais on voit que sur la période actuelle, on est déjà un peu en dessous, on est plutôt à 80% euh, au cœur de l'hiver. Et cette régression du froid, elle est encore plus visible dans le futur lointain. Le scénario réaliste ici, vous voyez que on est plutôt entre 60 et 80% de jours où la température minimale est inférieure à 10 degrés. Alors on n'a pas la même chose pour les maximales, mais voilà, s'il fait plus de 10, voilà, ça veut dire que les maximales sont certainement supérieures à 15 aussi à ces moments-là. Et ça pose la question de la possibilité de culture en plein champ en hiver, sachant que vous voyez que le gel disparaît aussi quasiment. La fréquence de gelée ici, qui n'est plus que de 10% au cœur de l'hiver. Alors bien sûr, on n'a pas ici d'informations sur les conditions pluviométriques, qui sont aussi déterminantes pour ces cultures en plein champ, mais on voit que cette régression du froid, elle pose cette question malgré tout. Voilà pour le froid. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne crois pas. Non. Il y a une question d'Annie sur l'impact des dates de récolte, enfin sur ces phénologies, et elle demande s'il y a des impacts sur la qualité des fruits et légumes. Je pense qu'on va peut-être poursuivre un peu la présentation et puis répondre un peu plus tard parce que voilà, il y a des D'accord, éléments de ok, réponse qui pourront être apportés déjà. Donc Annie, on garde sous le coup de la question, on en parlera plus tard. ça marche. Alors je continue, risque par risque. Donc on passe aux fortes chaleurs. Et pareil, je vous montre d'abord sous forme cartographique, parce que ça permet de bien visualiser la problématique. On a ici le nombre de jours très chauds en été, donc on entend jour très chaud, une température qui dépasse 30 degrés, donc ce qui est déjà assez éprouvant pour nous, mais ce qui l'est d'autant plus pour certaines cultures, notamment le chou, le fenouil, pour ne pas les citer. Alors sur la période actuelle, vous voyez que les fortes chaleurs, elles concernent déjà une quinzaine de jours à l'est du Maine-et-Loire et au sud de la Vendée, une quinzaine de jours où il fait plus de 30 degrés en moyenne chaque été. Par contre, dans le nord Mayenne et sur le littoral de Loire-Atlantique, ben, c'est moins de 10 jours, voire au minimum 3 jours où il fait plus de 30 degrés en moyenne chaque année. Mais ce chiffre augmente très fortement dès le futur proche. On passe non pas à 15, enfin on passe de 15 à 25 jours au maximum, et puis au minimum on passe à 10 jours très chaud en été. Et dans le futur lointain, si on regarde le scénario réaliste, eh bien on voit que sur la moitié est de la région, vous avez plus de 45 jours où il fait plus de 30 degrés en été en moyenne, c'est-à-dire plus d'un jour sur deux en été où il fait plus de 30 degrés. Donc ça pose question pour la survie de la survie de certaines cultures aussi. Je vous montre la même chose en fréquence. Vous avez la fréquence de jour à plus de 25 degrés et à plus de 30 degrés. Donc on voit bien que la fréquence de journée chaude à plus de 25 degrés, elle est déjà en forte augmentation. Si vous regardez la courbe verte 1991-2020 par rapport à la courbe bleue 1951
1980. Autour du 1er août, on a une augmentation de 20% de ce risque de chaleur. Et puis, dans le futur lointain, bien la chaleur, elle est quasiment généralisée avec 90% des journées où il fait plus de 25 degrés autour du 1er août. Et puis voilà, on a le même constat pour les jours à plus de 30 degrés, c'est ce que je vous ai montré sur les cartes. Voilà, sachant que ces fortes chaleurs, elles ont des impacts sur les cultures, et chaque culture va avoir ses propres sensibilités, ses seuils de sensibilité. Je vous ai dit, voilà, pour le chou, le fenouil, ça va être problématique, mais pas que. Et puis, au-delà des températures, on a aussi les conditions pluviométriques, et notamment le manque d'eau qui va accentuer et qui va être accentué par ces fortes chaleurs aussi. Et justement, le manque d'eau, le risque de sécheresse, eh bien, j'y viens juste après. Euh, S'il n'y a pas de questions, bah, je continue. Donc, le risque de sécheresse, alors je vais vous le présenter sous la forme d'un bilan hydrique que vous avez sur la gauche. Vous avez ici, euh, c'est un calendrier de janvier, un calendrier mensuel, janvier-décembre. Et puis, vous avez les années de 1951 jusqu'à 2022. On est ici sur le bilan hydrique d'Angers. Donc, comment ça se passe, hein? C'est un indicateur climatique qui prend en compte trois choses: les arrivées d'eau, donc la pluviométrie, les besoins en eau, donc l'évapotranspiration potentielle, le TP, et la réserve en eau du sol, qui est ici fixée à 125 mm, puisqu'il s'agit d'un bilan hydrique climatique. Je ne vous ai pas montré ici les bilans hydriques des différentes cultures, sinon on en a pour très longtemps. On reste ici sur un bilan hydrique général, mais je pense que voilà, ça va être assez compréhensible ici. Donc comment ça fonctionne? Ben, lorsque la pluie est supérieure à l'ETP, ça veut dire que les arrivées d'eau sont supérieures aux besoins en eau, eh bien l'eau va recharger la réserve du sol. Ce sont les mois humides en bleu clair, hein, c'est la plupart du temps, mais en fin de période sèche, hein, donc début d'automne, où ça va être comme ça. Début d'automne, enfin automne, hiver. Et, ou alors la réserve est pleine, et dans ce cas-là, eh bien le surplus d'eau va s'écouler dans les rivières. Là on est en mois bleu foncé, ce qui va définir notre saison de recharge des cours d'eau, hein, et qui va être souvent entre novembre et mars à Angers. Et puis lorsque le TP est supérieur à la pluviométrie, c'est-à-dire que les besoins en eau sont supérieurs, aux arrivées d'eau, on va avoir un déficit, un déficit qui va être en partie comblé par la réserve du sol, bien sûr, et la valeur de ce déficit va définir si on a des impacts sur la végétation ou non. Donc, vous avez un code couleur, hein. En général, les mois arides sont les plus impactants. C'est là où voilà, la végétation va jaunir, et puis on a vraiment un manque d'eau qui est très fort. On parle de mois arides, et vous voyez que les périodes de mois arides sont assez rares, pour l'instant en tout cas. On a quelques années qui ressortent que j'ai entouré: 1976, ici bien sûr, avec 3 mois d'été arides, juin, juillet, août. Vous avez les périodes 1989, 1990. Vous avez bien sûr l'année 2022 qui était exceptionnelle. Je reviens dessus après. Mais quand on regarde le bilan dans le détail, à Nantes comme à Angers, vous avez un déficit qui démarre dès le mois de février et qui s'étend jusqu'à octobre, avec 2 mois arides. Alors, le mois aride nous dit juste que c'est plus de 100 mm le déficit, et ça nous dit pas jusqu'à combien ça monte, hein. Mais sachez que voilà, le déficit de juillet a été très 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 élevé. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'était sans doute des records à ce niveau-là. Voilà donc pour le bilan hydrique. Euh, on peut voir après comment se répartissent ces mois dans l'année.
Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein, la saison de recharge, en gros, lorsqu'on est en bleu foncé, bah, ça va être souvent voilà, de novembre à mars, voire plutôt février. Et puis les mois arides, on va les retrouver surtout en juillet et août, avec sur la période actuelle, eh bien à peu près 30% de mois de juillet arides et puis 25% de mois d'août arides ici. Voilà. Alors je voulais revenir brièvement sur 2022 dans son ensemble parce que cette année 2022 est devenue une année de référence climatique voilà, sur laquelle on peut se baser pour dire bah, dans le futur proche, c'est tant de pourcents où on est supérieur à cette année. L'année dans la région Pays de la Loire 2022 est une année historiquement chaude et sèche. Donc historiquement chaude, hein, on a battu les records de chaleur. Vous avez ici, alors ce sont les écarts par rapport à la normale 1991-2020 et non par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est pour ça que les chiffres peuvent paraître petits, entre guillemets, mais voilà, on est effectivement sur l'année la plus arrosée, la plus chaude et la moins arrosée avec sur certains endroits moins de 450 mm de pluie. Ce qui veut dire que si on faisait la typologie climatique de certains endroits, Angers, Saumur, on tomberait sur une année semi-aride. Voilà, donc ce qui indique, voilà, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et puis pour illustrer encore cette sécheresse très élevée, vous avez ici l'ETP annuel par rapport à la pluviométrie annuelle. Voilà, donc très souvent on a un déficit hein, quand même assez marqué à Angers. Mais 2022, vous avez l'ETP qui atteint le record et puis la pluviométrie qui est très très basse, donc un niveau de déficit ici qui est extrême. On peut regarder en détail, on trouverait certaines années clés comme 1976 ici, un pic d'ETP et un pic vers le bas de pluviométrie. Ici c'est 1989. Voilà, vous avez quelques années, 2003 ici qui ressort aussi. Voilà, quelques années, mais qui nous montrent que bah, effectivement, on a ici une année clé. Alors, je projette le bilan hydrique dans le futur. Et vous avez ici les résultats pour le scénario optimiste. Donc, euh, alors voilà, un petit point de vigilance, c'est que la valeur de l'ETP n'est pas modélisée, donc on l'approche par une manière annexe que je ne décrirai pas ici, mais voilà, du coup, c'est un petit point de vigilance à avoir. Et ce qu'on peut voir, c'est que les mois dits arides deviennent plus fréquents, même dans le scénario dit optimiste, et qui deviennent même possibles en septembre. Donc ça, c'est quand même un point à avoir en tête, et que dès la période 2031-2060, eh bien, vous avez des mois arides possibles en septembre, et vous avez près d'un mois sur deux arides au mois d'août. Et vous voyez que dans le futur lointain, eh bien cette situation, elle s'accentue. Et des mois, enfin des années avec 3 mois arides d'affilée, vous voyez qu'on en a quelques-unes hein, qui sont à peu près sur le même modèle du coup que l'année 1976. Donc voilà, et puis vous avez des chiffres clés ici, du coup, un été sur trois en fin de siècle, un été sur trois sera plus chaud que 2022, et 10% des années auront une sécheresse au moins aussi intense que 76 ou 2022. Je prends les deux parce qu'en termes de référence historique, voilà, c'est assez marquant. Et puis en termes de déficit, bon, 2022 est au-dessus. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre les deux ici. Donc voilà pour le scénario optimiste. Donc je vais maintenant vous montrer le scénario réaliste. Et nous avons ici une accentuation du risque de sécheresse qui est bien plus prononcée avec dès l'horizon proche eh bien, des sécheresses arides possibles en mai, hein, c'est ce qu'on voit ici, et puis
assez probable en septembre, 25% de mois de septembre aride, et puis jusqu'à 50% de mois d'août. Voilà, on est sur un risque de sécheresse bien plus élevé, et vous le voyez, cette fois-ci, on peut avoir 3 voire 4 mois arides d'affilée ici. Et donc, je finis sur les chiffres clés, 80% d'été plus chaud que 2022 en fin de siècle, et 50% une année sur deux, au moins aussi sèche que 2022 ou 76. Voilà. Voilà pour ce risque de sécheresse, donc ce qui est des résultats assez inquiétants ici. Euh, Maintenant, je voulais vous montrer quand même des résultats. Bon, en arboriculture ici, euh, c'est une estimation des besoins en irrigation, hein, donc issus des bilans hydriques. Et vous avez une comparaison entre une pomme qu'on récolte très tardivement et une poire qu'on va récolter très tôt. Alors je sais que c'est pas les mêmes espèces, mais en termes de calcul ici, on va se baser beaucoup sur les stats phénologiques de ces espèces. Et du coup, c'était intéressant pour moi de comparer voilà, la variété qui se récolte très tardivement avec la variété qui se récolte très précocement. Et on voit que sur la période observée, on a effectivement un pic en 2022 ici, c'est parce que cette fois-ci on va jusqu'en 2023, c'est précisé ici. Euh, un pic de besoin en irrigation, et puis une tendance à long terme, enfin une tendance à l'augmentation sur la période observée. Et quand on projette, vous voyez que on a un écart, mais voilà, on a un petit décalage vers le bas, mais on a une tendance à l'augmentation aussi de ce besoin en irrigation ici. Et pour la poire précoce, comme on la récolte très tôt, donc en août, eh bien on va s'extraire des besoins en eau du mois d'août, et du coup forcément on est un petit peu en dessous en termes de besoins en irrigation. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la tendance n'est pas à l'augmentation des besoins en irrigation, parce que on la récolte de plus en plus tôt. Et du coup on s'extrait de besoins en eau supplémentaire. Voilà, alors je ne montre pas le maraîchage, mais ce qui ressort en maraîchage, c'est une hausse assez uniforme des besoins en irrigation de l'ordre de 15% dans le futur proche, avant une stabilisation. Voilà, c'est ce qui ressortait comme chiffre clé que je pouvais vous partager ici. Voilà, alors je continue avec le risque de fortes pluies qui intéresse surtout en maraîchage. Les fortes pluies, donc je vais aller assez rapidement parce que ça fait déjà un petit moment que je parle, il me semble. Le timer n'a pas commencé à zéro, donc je ne sais pas vraiment, mais voilà, je vais accélérer un petit peu. Euh, donc le risque de fortes pluies. Alors, je vous montre assez simplement sur les données annuelles. On a ici sur ce graphique le nombre de jours où on a plus de 10 mm de pluie et le nombre de jours où on a plus de 5 mm de pluie. Et ce qui ressort, c'est une intensification, euh, une intensification des pluies. Donc, c'est-à-dire il va pleuvoir un peu moins souvent. Enfin, c'était peut-être pas le meilleur indicateur à montrer ici, mais euh, en gros, il pleut moins souvent, mais quand il pleut plus fortement. Et comme on le voit, eh bien, c'est que le nombre de jours de pluie va diminuer, mais le nombre de jours de forte pluie va augmenter. Voilà, en gros, euh, ici. Et ce qui veut dire que il pleut moins, mais quand il pleut plus, ici. Et puis, alors j'avais un autre graphique que j'ai enlevé, c'était le cumul de pluie sur 5 jours, euh, où on voyait que non, bon, en fait, non, je l'avais enlevé, donc non, 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 c'était pas la peine.
Je... Ah, il y a une question? Ah non, c'est bon. Alors je vais passer. Pardon, je vais boire un petit coup parce que je commence à... Ouais, juste, Louis, on peut peut-être répondre à la question d'Annie, qui posait la question de l'impact des dates de récolte compte tenu sur enfin, les avancées de la phénologie, pardon, sur l'avancée des dates de récolte et sur leur impact sur la qualité des fruits et légumes. Moi, je voudrais juste dire par rapport à l'arboriculture, notamment, l'impact, il est donc cette avancée de la période donc de récolte et le risque, c'est notamment les coups de chaud par rapport à l'augmentation des températures. Et donc, on va être sur des problématiques. Alors, on n'a pas étudié les problématiques qualité en tant que telles, mais pour les producteurs, ça pose de grosses questions quand même sur les chantiers d'organisation de récolte, puisque la maturité va s'accélérer en fin de cycle, parce qu'on va tomber sur des périodes quand même de fortes canicules probables. Donc, c'est vraiment organiser les chantiers de récolte pour récolter les pommes à temps avant qu'elles tombent, avec des risques de chute physiologique à maturité qui risquent d'être assez fréquentes et donc de récolter ces pommes à maturité pour qu'après elles puissent bien se conserver. Donc là, en effet, on va avoir un enjeu sur la qualité des pommes à la récolte compte tenu des conditions de température qui seront rencontrées. Voilà. Après, sur les légumes, c'est moins flagrant, mais je laisserai ponctuellement les producteurs intervenir en fin de webinaire là-dessus. Ok. Alors, je vais continuer. Euh, je, je continue avec les impacts sur les ravageurs. Deux exemples. Un exemple avec la Tuta absoluta, qui est un ravageur bien connu dans la région depuis quelques années, ravageur de la tomate. Et, euh, et, euh, eh bien, pour s'intéresser aux impacts du changement climatique sur ces espèces-là, nous avons, comme pour la phénologie, eh bien, nous avons aussi un degré jour, hein, au-delà desquels ces espèces se développent. Et vous avez là bien l'évolution du degré jour favorable à la Tuta absoluta. Sur la période observée, on a une hausse de 20% de ce degré jour. Et vous voyez qu'on s'approche du seuil eh bien d'une troisième génération ici. Euh, alors j'ai plus les seuils en tête. Je pourrais les regarder après si vous voulez. Ouais, je pourrais les regarder après. Euh, et en gros, bah voilà, on a une hausse continue et voilà, ce qui indique une prolifération probable de ce ravageur avec plus de générations, donc plus de voilà d'individus en place et une précocité aussi puisque les températures augmentent tout au long de l'année et donc le ravageur peut se manifester de plus en plus tôt. Alors ensuite, je vous montre pour le Carpocaps une cartographie qui a été réalisée, et vous avez ici la fréquence d'année avec une troisième génération de Carpocaps, donc qui va embêter les arboriculteurs, notamment parce que cette troisième génération intervient actuellement euh, proche de la récolte, et donc il est très difficile, voire impossible, de traiter les cultures. Et donc vous voyez que ce risque de troisième génération, euh, eh bien il est aujourd'hui euh, résiduel, enfin il existe en tout cas, autour d'Angers, Le Mans, toujours. Et dès le futur proche, eh bien, ce risque va concerner près d'une année sur deux, hein, notamment dans l'Anjou, où on est déjà à près d'une année sur deux avec une troisième génération de Carpocaps. Et puis jusqu'à 60% d'années concernées. Alors dans notre scénario optimiste, ce risque continue d'augmenter et concerne près de 75% des années, donc quasiment toutes les années. Et dans le scénario réaliste, eh bien, voilà, la troisième génération de Carpocaps se généralise. Et puis, il viendra alors le moment de se poser la question d'une quatrième génération
comme c'est le cas aujourd'hui en Provence, Alpes-Côte d'Azur, où il se pose la question d'une 4e génération qui est en train d'arriver. Voilà. Et enfin, je termine avec l'adaptation et puis je passerai la parole au producteur. Est-ce que peut-être il y a des questions encore ou on les garde pour après? Il n'y a pas de questions peut-être? Pas d'autres questions dans le chat, Louis. Ça marche. Tu peux passer Alors, la diapositive, oui, vas-y. ouais, j'y vais. Alors l'adaptation, donc j'y vais assez rapidement parce qu'on a des producteurs voilà, qui en parleront bien mieux. Donc lors des entretiens, c'est des questions qui ont été abordées et voilà bah, les mots-clés qui ressortaient ici lors de l'adaptation. Et donc le principal sujet, c'est autour des cultures, donc modifier les cultures, arrêter certaines cultures. Je vais peut-être pas dire lesquelles tout de suite, et intégrer de nouvelles cultures, par exemple la patate douce. Euh, la patate douce, justement, donc c'est sur la diapo d'après, je me suis posé la question de si la patate douce était plus adaptée au climat de demain. Donc sur ce tableau, je vais pas décrire davantage, mais ce sont une synthèse des conditions climatiques. Donc on simule le cycle de vie de la patate douce et puis on va calculer le climat moyen et tout ce que va rencontrer la patate douce pendant son cycle de vie. Alors c'est un cycle de vie théorique, donc au début il est très très long et il correspond pas vraiment à des possibilités de culture. Mais ce qui ressort quand on fait ce tableau-là, c'est une hausse du potentiel pour la patate douce avec une diminution de la durée théorique du cycle, une disparition du risque de gel qui est vraiment très très limitant pour cette culture, mais par contre en contrepartie évidemment une hausse des besoins en eau. Voilà, ensuite en arboriculture, ce qui ressort en premier, c'est la question des variétés, principalement, qui interrogent. Et là-dessus, avec les producteurs de Biolore-Océan, on a fait cette classification des variétés, donc selon leur sensibilité au risque de forte chaleur et au risque de gel. Et ce qui ressortait, c'est que voilà, voilà, vous avez quand même certaines variétés qui sont sensibles à la chaleur et au gel, et ce qui pose voilà, des questions hein, pour les suites à donner pour ces variétés, parce que si elles sont sensibles aux deux, ben voilà, ça va poser de plus en plus de problèmes potentiellement à venir. Voilà, je passe la parole. Oui, Louis, juste avant peut-être de passer la parole sur les adaptations, il y a une question d'Amélie sur la possibilité que le Gulf Stream soit limité, qu'il fasse finalement froid. Est-ce que c'est possible? C'est une théorie qui est en partie prise en compte dans les modèles, mais de toute façon, si ça se produisait, ce serait temporaire. Et même si on regarde le climat du Canada, ils ont eu un dôme de chaleur en 2021 avec plus de 50 degrés qui a posé d'énormes problèmes en agriculture. Donc même si ça se produisait, il faut quand même s'intéresser au changement climatique. C'est peu probable aussi. Voilà. Ok, je te laisse, c'était la seule question. On va repasser sur des exemples d'adaptation et les témoignages. Donc moi, juste par rapport à l'arboriculture, en fait, je voulais préciser que dans les livrables qu'on a pu réaliser, on a essayé d'illustrer ça sous forme de petits dessins au fil des saisons pour représenter les risques majeurs et donc les solutions éventuelles d'adaptation. Donc là, c'est juste pour illustrer en arboriculture les ressentis des producteurs là-dessus. Par rapport au gel tardif, donc c'est évidemment c'est du bon sens, mais c'est d'éviter de planter un nouveau verger dans des parcelles gélives, compte tenu de ce risque de gel qui continue à être très présent. Éviter donc les bas-fonds, disposer de systèmes anti-gel en fonction des contraintes du verger, et puis de diversifier les variétés pour sécuriser la production en évitant les variétés trop sensibles. Voilà.
Je ne vais pas passer les différentes adaptations au fil des saisons, mais tout ça, c'est capitalisé dans les livrables que je présenterai plus tard. Et donc, je vais laisser la parole à Patrice Lamballe sur les possibilités d'adaptation en maraîchage. Merci Cécile. Tout le monde m'entend? Ouais. Voilà, donc Patrice, maraîcher à Saint-James-sur-Loire. J'ai pu participer à ce projet en 4 ans où j'ai appris beaucoup de choses, où il y a eu des échanges entre les scientifiques et les paysans. Et puis sur la base de plusieurs années d'observation, notamment 2016, 2017, 2019, qui ont été très marquées au niveau du changement climatique. Alors ce qu'on a pu comme principales adaptations et expériences et bilans qu'on peut faire, c'est que disposer de surfaces sous abri pour sécuriser la production en année humide est vraiment très important, notamment ceux qui ont des serres multichapelles d'une surface significative, parce qu'on avait pensé les serres au départ importantes contre le froid, le gel, mais des hivers comme actuellement où il pleut presque tout le temps, ça permet de commencer les cultures primeurs, et les serres permettent aussi de protéger contre le vent, étonnamment aussi contre la chaleur en été, en les blanchissant, et peuvent même aussi aider à lutter contre la sécheresse parce qu'elles permettent de récupérer l'eau. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Pour ma part, j'en ai pas pour des raisons de propriété et de trésorerie, mais c'est important. Alors, pour faire face à ça, je travaille sous petits tunnels nantais ou chenillettes, ce qui nécessite plus de main-d'œuvre, avec nécessité aussi de faire des planches d'avance, car vous l'avez pu le constater cet hiver, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu peu de fenêtres d'opportunité de pouvoir travailler. Et je peux te citer l'exemple concret du 20 décembre dernier jusqu'à hier, le 5 février. Moi, à Saint-James, sur des sols sableux, je n'ai pu rentrer au tracteur un seul jour. J'ai pu travailler le sol une seule journée et encore, c'était juste. Donc, c'est pour montrer un peu la difficulté avec ces périodes de pluie prolongées. Et donc, ça nécessite de faire des planches d'avance, ce qui n'est pas toujours bon pour la structure du sol, mais pour mieux pouvoir gérer, moduler la main-d'œuvre, c'est essentiel. Et puis, donc, on développe des cultures primeurs. Ça, c'est intéressant. Et puis aussi pour éviter d'avoir de trop se confronter aux chaleurs et aux sécheresses. Mais on rencontre certaines années, comme en 2017, 2019, 2021, le gel tardif qui peut être fatal pour les courgettes ou les courges, comme les butternuts qu'on aurait semés ou plantés trop tôt et non protégés. Si possible de passer à la diapo suivante. Donc, on essaye, par rapport à notre expérience et nos échanges entre nous, de décaler les calendriers de culture et de cultiver des primeurs. Donc, pour passer une partie avant les canicules et sécheresses, mais les gels tardifs nous bornent. C'est pour ça qu'on doit souvent semer après le 10 mai pour éviter le gel. Mais une autre chose aussi qu'on a pu découvrir et suivre bien avec le travail en climat beige, c'est que il y a aussi des gels précoces. Des gels précoces qui peuvent arriver le 15 octobre. Donc, on a 2 bornes gel. On a une borne gel plutôt le 10 mai, de gel tardif de printemps, et une borne gel, d'automne, gel précoce d'automne au 15 octobre. Et c'est pas toujours facile de passer, par exemple, un butternut à cycle long entre les deux, d'où l'idée de semer en protégé et de planter tôt pour pouvoir passer avant. Mais on l'a appris avec des étés chauds comme 2022, à un moment donné, en plein été, lors des canicules, notamment d'août et de juillet, la croissance s'arrête et ne va reprendre qu'à partir des pluies de fin août et début septembre, ce qui va entraîner des floraisons tardives et décaler les cycles jusqu'à début novembre. Et heureusement, il n'y a pas eu de gel à mi-octobre parce que ça aurait été un autre problème. C'est-à-dire on peut avoir des problèmes de gel aussi à cause de très fortes chaleurs pendant l'été. Dernière diapo pour ce qui me concerne. Voilà. Alors, le changement climatique nous pose aussi des problèmes, notamment de mise en place des engrais verts, qui sont essentiels pour protéger les sols et nourrir la biodiversité du sol pendant l'hiver. Mais souvent, c'est trop sec en septembre. Alors, comment faire pour arroser, pour mettre en place des engrais verts? Puis, c'est trop humide ensuite en octobre-novembre. Et les conditions de mise en place sont difficiles et sont même compliquées pour les légumineuses qui ne poussent pas quand il fait trop froid et humide. Comme Louis l'a dit tout à l'heure, on va être obligé d'abandonner progressivement certaines cultures. On a parlé des choux d'été, des choux-fleurs, du fenouil, etc. Et en même temps, on a essayé déjà de s'adapter avec des
des cultures comme la patate douce, qui est une culture tropicale. Donc, ça peut être intéressant, même si 2024, c'était plus compliqué parce qu'on n'avait pas les conditions tropicales en 2024. Il ne faut pas oublier aussi que les conditions tropicales qu'on a certains étés, comme 2017, 2019, 2022, font aussi développer beaucoup plus d'adventices tropicales, hein, notamment le galinsoga, morel, les amarantes, les pourpiers, les millards, et ça complique aussi la mise en place et l'entretien de certaines cultures. Alors, au niveau de Biolar-Océan, on a essayé de travailler sur le choix de variétés adaptées. Donc, on essaie de travailler dessus, mais c'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours les données avec les semenciers. D'autre part, après 2022, on a voulu mettre des variétés adaptées à la canicule, mais quid en 2023, 2024, elles n'étaient pas adaptées parce qu'il faisait trop frais. Et puis, pour des cultures comme les salades, les variétés changent tous les 3-4 ans, donc c'est pas facile de s'adapter. Pour finir, 2024, où on avait travaillé sur les variétés adaptées, donc plutôt à la chaleur, il y a eu un grand manque d'ensoleillement, avec des résultats très négatifs d'ensoleillement par rapport au normal entre mai et décembre. Et les salades d'octobre ont beaucoup pâti, hein, avec pourtant une température de 10-15 degrés en octobre réelle. Donc au niveau des salades, moi j'ai eu des pertes de plus des 3/4, alors que pour comparer à ça, lors des grandes canicules de l'été 2022, il faisait 35-40 à l'ombre et 50-55 degrés au soleil. Les salades à 50-55 degrés avaient mieux tenu, hein, qu'à 10-15 degrés cet automne. Donc il y a beaucoup de choses à retravailler. Pour finir, un peu en transversal, c'est qu'il est important de réfléchir et d'installer son système d'irrigation. Et en fonction de son système de production, il y a beaucoup de choses à réfléchir là-dessus. Je vais passer la parole à mon collègue Gérard qui a plus travaillé dessus dans une zone encore plus sèche. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il est important de travailler sur le sol, la qualité du sol, la vie dans le sol, la matière organique du sol, notamment quand on sait que 1% de matière organique permet de garder 20-25 mm d'eau en plus, soit 200-250 mètres cubes de plus par hectare. Mais sur le problème de l'eau, je te passe la parole, Gérard. Alors, juste Patrice, je vais interrompre, je passerai la parole à Gérard après, mais pour répondre à la question de Sébastien Logaudin sur les pratiques agroécologie, où je pense que Patrice, tu viens de répondre à la quasi-totalité des questions qui s'étaient soumises par Sébastien. Et puis sur la dernière question, Sébastien, sur le plus de biodiversité, on a aussi travaillé sur ce programme-là, sur la gestion de la biodiversité fonctionnelle avec des bandes fleuries, etc. dans les parcelles qui donnent en effet des résultats qui sont intéressants et qui méritent d'être poursuivis, justement pour lutter contre les nuisibles avec des insectes auxiliaires en préservant la faune auxiliaire. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites, mais voilà, qui méritent à être poursuivies à l'avenir si toutefois il y avait des poursuites de programmes sur ces thématiques-là. Mais les premiers résultats étaient très encourageants aussi là-dessus. Et puis pour le sol, je pense que Patrice a répondu. Voilà. Gérard, je te laisse la parole. Bonjour à tous d'abord. Ça va être difficile de reprendre derrière Patrice qui a déjà bien résumé les choses. Effectivement, sur la problématique de l'eau depuis 2023, 2023, 2024, presque dans une phase de soulagement parce qu'on a de la pluie régulièrement. Donc, qui peuvent amener à se poser la question de savoir s'il y a réellement un changement climatique. On voit qu'il y a du climato-scepticisme qui s'installe un peu dans les esprits, alors qu'en réalité, ce changement climatique qui continue d'évoluer, là, ça va être surtout sur la question des températures. Et ce qu'on ne perçoit pas encore peut-être complètement, cette évolution des températures, elle se fait à la fois dans l'air, mais aussi dans les sols. 2022, ça a été la première année où on a pu observer une sécheresse des sols qui faisait que, quel que soit le système d'irrigation qu'on avait mis en place, on n'arrivait pas à permettre aux plantes de se tenir pendant ces périodes de canicule. Et à contrario, si on reprend 2024, le mois de novembre 2024, avec des températures de sol qui étaient élevées, on a vu des développements de champignons importants, donc on a eu aussi beaucoup d'humidité, qui ont favorisé ces développements de champignons dans le sol, et des champignons qui sont négatifs pour des productions de produits de conservation. Là, c'est plutôt pour des problématiques en maraîchage, où on peut perdre jusqu'à 30-40% de la production. Donc, on voit bien que
ce changement climatique, en fait, il nous pose des questions plus largement que la sécheresse, plus largement que cette élévation des températures, mais aussi une modification de la vie dans les sols. Donc, il va conduire à une difficulté pour les maraîchers à se poser et à se dire, voilà, l'année passée, on a fait comme ça, l'année prochaine, on pourra faire comme ça. La réalité, c'est que même si un maraîcher va vivre sur des cycles courts, parce que ces productions ne sont pas pluriannuelles, la difficulté qui va se poser, c'est à quel moment on peut intervenir. Question des températures du printemps avec des gels tardifs repose la question de notre planning. Les productions qu'on va mettre en été posent la question de est-ce qu'on aura suffisamment de possibilités d'irrigation pour pouvoir maintenir ces cultures-là à condition qu'on ne passe pas dans des canicules importantes. Et puis l'automne pose aussi maintenant la question de ces cultures qu'on met pour pouvoir faire du stockage et donc continuer à alimenter les marchés pendant l'hiver, de produits qui auront gardé des capacités à se conserver. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur la problématique de l'eau, en maraîchage, donc 2022, 2021, 2022, 2023, on a beaucoup travaillé avec les services de l'État pour essayer de faire évoluer la réglementation qui nous pénalisait énormément en tant que maraîcher dans le secteur au moins du Maine-et-Loire, mais je pense aussi de Loire-Atlantique, où des arrêtés sécheresse étaient mis en place et ne permettaient pas pour nous de pouvoir continuer à faire de l'irrigation et sauver nos cultures. Donc, on avait beaucoup de pertes sur ces périodes-là. Et ces pertes-là, en fait, elles ont des conséquences l'hiver suivant, puisque ceux qu'on va irriguer pendant l'été, je pense aux légumes de conservation qu'on a mis en place sur juillet août, vont être fortement pénalisés quand arrive l'automne si on n'a pas pu irriguer. Depuis, on a obtenu que les cultures qui sont destinées à l'alimentation puissent être irriguées avec une très faible restriction sur la possibilité d'irriguer. On l'a très peu expérimenté 2023 et 2024 puisque on a été suffisamment couvert par la pluie jusqu'à l'exemple. Après, est-ce que j'ai pris du côté? Je facilite la mise en place de réserve. Alors, dans certains cas, c'est le cas plutôt dans le semi-roi, où on n'a pas forcément de capacité de réserve dans des nappes, qui nous oblige à stocker l'eau. Et si on n'a pas pu stocker de l'eau pendant l'hiver, en fait, on n'aura pas d'eau pour irriguer nos cultures pendant l'hiver. Donc, il y a une ouverture qui soit créée pour faciliter ce stockage de l'eau. Donc, par exemple, ça va être la récupération des petites eaux de pluie sur les serres, sur les bâtiments. Stocker une petite bassine en rapport avec les surfaces qu'on a cultivées. Le son devient très très difficile. Au début, ça allait encore, c'était lointain mais compréhensible. Là, ça devient de plus en plus compliqué. Je ne sais pas trop comment. Peut-être. Ça me paraît un petit peu mieux. On va voir. Désolée pour cette interruption. Oui, et on va dire que je n'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, je vous dirai répondre à des questions. C'est plus simple. Parce que l'essentiel a été porté là. Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Louis, ouais, donc pour revenir en fait
aux résultats et aux livrables du programme. Donc, il y a différents documents qui ont été réalisés, qui sont édités, notamment des synthèses climatiques annuelles qui vont être disponibles pour l'année 2022, 2023, 2024, qui font état du coup des conditions météorologiques et des conditions supportées par les cultures et donc des adaptations mises en œuvre voilà, au cours de ces années par les producteurs. Si on continue, on a une diffusion qui est plus destinée vers les professionnels avec des cahiers techniques sous forme donc de 3 cahiers techniques. Un cahier numéro 1 sur le changement climatique pour les évolutions des risques en Bretagne et Pays de la Loire. Et puis après, 2 cahiers techniques, un cahier plus sur les impacts et les solutions ou propositions d'adaptation pour les systèmes arboricoles et un cahier plus dédié aux adaptations pour les systèmes maraîchers. Donc l'ensemble voilà, de ces documents, et vous avez aussi, diapo suivante, une synthèse illustrée, une synthèse bibliographique en fait, réalisée sur des itinéraires techniques et des témoignages de producteurs pour les évolutions des cultures notamment, sur les différentes espèces en fruits et légumes frais et fruits et légumes secs face au changement climatique. Donc voilà, donc l'ensemble de ces publications sont disponibles et sont téléchargeables sur les sites internet donc de VGPolis sur la page Climavège et sur le site internet de bioloireocéan.fr. Il y a aussi différents colloques, articles et séminaires auxquels a participé Louis Amiot pour ceux qui voudraient aller plus loin sur voilà, les analyses climatiques à proprement parler. Donc vous avez là une liste de ressources qui sont disponibles et consultables. Voilà. Oui, je te laisse passer la diapo suivante. Donc, par rapport aux questions, alors, il y a une question de Lise. Est-ce que vous sentez que l'épisode 2022 peut faire évoluer les services de l'État sur l'irrigation en maraîchage compte tenu des enjeux que vous avez décrits? Une question pour Gérard. Alors, pour essayer de répondre à cette question, je pense que la difficulté pour le maraîchage, c'est de se poser la question de est-ce qu'on est vraiment dans le cadre du changement climatique, si oui, où ont été placées les priorités d'usage de l'eau, et si on n'est pas en discussion avec les services de l'État, ça me semble difficile d'être entendu. Il faut absolument se faire reconnaître, apporter des éléments de compréhension auprès de ces services pour faire évoluer cette réglementation. La limite étant de ne pas retrouver des années comme 2022 où la conséquence d'un certain nombre d'années jusqu'à 2022 qui a été le point d'or de cette crise autour de l'eau. Si on peut profiter de cette expérience qu'on vient de vivre ici et se dire que peut-être si on considère que les volumes d'eau ne sont pas reconstitués et qu'à l'avenir on se confronte à nouveau à ces difficultés où les rivières sont à sec, où préférences ont été faites, où on demande à tout le monde de faire un effort, il faut bien faire comprendre à ces personnes qui vont à un moment se positionner et statuer que si on ne peut pas irriguer des cultures de légumes qui sont destinés à l'alimentation directement des populations auprès desquelles on est installé, il y aura une problématique qui va se poser sur qu'est-ce qu'on mange demain. Donc, je pense que c'est important de se reposer la question de savoir où est la priorité. Est-ce que c'est de faire des productions industrielles destinées à l'exportation et à faire de l'agrobusiness, ou est-ce que c'est de travailler à soutenir l'effort vers l'alimentation des pratiques? Oui, moi je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc on va pouvoir peut-être clôturer. Solène, je te laisse la parole. Pour clôturer, effectivement, vous rappelez que le webinaire d'aujourd'hui s'est tenu dans le cadre d'une collection plus large qui a démarré mi-octobre et qui va se poursuivre là sur quelques dates jusqu'au 11 mars. Je vous remets dans le chat le lien vers la page qui répertorie l'ensemble des webinaires, et c'est également sur cette page-là que vous retrouvez les replays des webinaires disponibles, donc n'hésitez pas à consulter,
à vous inscrire pour les webinaires à venir et à regarder les replays pour ceux qui sont passés. Je profite. Ah, il y a une petite question, Cécile, est-ce que tu veux y répondre? Oui, oui, j'avais vu la question d'Amélie qui était tombée Par contre, on sur. t'entend pas. Ah, hop, est-ce que là c'est mieux? Donc oui, je viens de voir passer la question d'Amélie sur le maraîchage. Avez-vous repéré des variétés plus résistantes? Alors, on n'a pas eu vraiment l'occasion de travailler là-dessus, sachant qu'il y a énormément de variétés, il y a énormément d'espèces. Donc, on a plutôt travaillé par famille d'espèces, en fait. Après, voilà, le sujet reste ouvert. Après, je ne sais pas si Gérard ou Patrice, vous voulez compléter mes propos. Ouais, juste avant, peut-être laisser la parole à Gérard qui a plus d'expérience. Moi, je n'ai pas, peut-être par manque d'observation, peut-être parce que on n'a pas forcément testé ces variétés-là juste pendant l'année 2022, je n'ai pas forcément ressorti de quelque chose de très, très clair au niveau des variétés, quelles que soient les espèces que je cultive. Voilà. Alors pour compléter, moi non plus, je vais pas pouvoir parler de variétés qu'on aurait travaillé spécialement pour cette résistance. Simplement une observation, on a constaté qu'il y a eu un arrêt végétatif sur un bon nombre d'espèces qui étaient mises en place sur cet été 2022 et qu'on a eu la chance, avec un automne qui a été correct, de voir nos cultures redémarrer, alors qu'on pensait que c'était terminé, qu'elles étaient bloquées, qu'on allait plus faire. Voilà, ça veut dire que les végétaux, malgré tout, ont une forme de résilience qui permet de compenser ces effets climatiques, mais jusqu'à une certaine limite. Quand je dis ça, il faut quand même se dire que la perte subie au cours de cet été 2022 a eu ses conséquences pendant l'automne et l'hiver. Voilà. En fait, on imagine bien aujourd'hui qu'il faut se reposer cette question parce qu'il y aura une récurrence de ces phénomènes, ce que lui précisait avant. Donc, l'important, c'est de commencer à y travailler, peut-être aller observer du côté du bassin méditerranéen quant à la sélection des variétés, des espèces qui auraient pu être travaillées déjà dans ce sens-là pour pouvoir voir s'il y a une possibilité d'adaptation ici en Pays de la Loire. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire pour l'instant. Moi, juste compléter, on n'a pas fait donc nous d'expérimentation in situ de comparaison variétale. Par contre, les échanges de groupes qu'on a pu faire étaient assez, enfin convergeaient tous dans le même sens sur les histoires des espèces. Quoi. Quelles sont les espèces et le phénomène qu'a décrit Gérard, il a été observé partout, quelles que soient les variétés qui étaient différentes et qui étaient cultivées par nos adhérents. Voilà. Merci à tous les trois. Donc, les webinaires, je vous ai dit 2 mots et le lien. Et puis, donc, du coup, j'en profite pour vous inviter à la journée finale Climavège qui aura lieu le 13 mars à Nantes, à l'hôtel de région. Donc, c'est une journée gratuite où vous pouvez venir écouter, échanger et discuter avec l'ensemble des partenaires qui ont réalisé des essais, des discussions, des échanges dans le cadre de ce projet. Donc, n'hésitez pas à venir, c'est juste sur inscription. Donc, si cette journée vous intéresse, pensez à vous inscrire. Et là aussi, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous remercie tous sur la toute dernière diapo. Vous avez normalement les coordonnées. Voilà, il peut y avoir les coordonnées. En tout cas, de notre côté, VG Police, vous avez les coordonnées si vous avez des questions sur Climavège. Si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui, vous venez vers nous et on renverra vers Cécile. Il n'y aura pas de problème pour que le lien puisse être fait. En tout cas, je tenais tous à vous remercier. Un merci particulier aux orateurs, à Cécile, à Louis qui a un peu peiné avec sa gorge. Merci beaucoup, t'as été bien courageux. Et bien sûr à Gérard et Patrice pour leur témoignage. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.